Berlin, Allemagne, printemps 2006. Une équipe d'entrepreneurs se dépêche de finir la plus grande gare d'Europe avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Pour tenir les délais, il faut abaisser en moins de 3 jours 2 énormes tours d'acier au-dessus d'une voûte de verre. C'est un défi technologique encore jamais relevé. Ces hommes pourront-ils mener à bien ce projet audacieux ? Ils travaillent depuis plus de 10 ans sur ce chantier. Essuyant désastre sur désastre pour achever dans les temps ce joyau de l'architecture. Une fois terminée, cette gare sera la plus grande d'Europe. Un édifice de 7 étages et de 180 000 mètres carrés, soit à peu près la surface de l'Empire State Building ou l'équivalent de 25 terrains de football. Plus surprenant encore, 2 immeubles de bureaux encadreront la gare. Ils feront 14 étages de haut et formeront des passerelles de 4 étages au-dessus de la structure de verre et d'acier. Coût de l'opération, plus de 4 milliards d'euros. Prise en charge par la Deutsche Bahn, la société des chemins de fer allemands, et le gouvernement. C'est un projet résolument audacieux, conçu par un architecte de renommée internationale. L'objectif est de relier, physiquement et symboliquement, l'Est et l'Ouest du pays, et de franchir ainsi un pas de plus vers la réunification. Mais le projet a subi de nombreux contretemps. Le délai a été dépassé de plusieurs années, et le budget de plusieurs milliards. Pour couronner le tout, l'architecte a porté plainte contre le maître d'œuvre, au motif que ce dernier a modifié ses plans. À présent, les choses vont se corser. Les ouvriers s'apprêtent à effectuer une manœuvre encore jamais tentée sur un chantier. Placer ces 2 tours massives dans leur position finale pour former une passerelle d'acier à 2 mètres au-dessus du toit de la gare. C'est une opération extrêmement risquée. Si jamais il y a un problème et que les sections de la passerelle touchent la voûte de verre, les dégâts seront colossaux et l'addition s'alourdira de plusieurs millions d'euros. La nouvelle gare centrale de Berlin sera-t-elle achevée un jour ? Depuis la chute du mur de Berlin en novembre 1989, la capitale allemande est prise d'une véritable frénésie de reconstruction afin de retrouver son ancien statut de centre économique et culturel en Europe. Et quel meilleur moyen d'y parvenir, ont pensé les urbanistes, que de se doter d'une grande gare internationale. Carrefour d'un système de transport complètement remodelé, cette gare relierait non seulement l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, mais aussi toute l'Europe. De Paris à Moscou, de Stockholm à Vienne. Et Berlin serait évidemment au centre de ce vaste réseau ferroviaire. Cependant, 5 ans après sa date d'achèvement prévue initialement, le chantier est toujours en cours. Et il entre dans une phase cruciale. Dans les rues, des badauds commencent à se rassembler pour assister à l'événement. Une étape majeure dans l'histoire de l'architecture. Le succès du projet en dépend. À plusieurs mètres du sol, une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés s'apprête à accomplir une manœuvre dangereuse. Tels des alpinistes, les hommes escaladent la structure d'acier pour effectuer les derniers ajustements. Ils vérifient des centaines de détails.
À présent, tous les regards sont fixés sur les deux énormes tours d'acier. Une fois abaissées, elles formeront un pont de 4 étages au-dessus du toit de la gare. Ce pont reliera les deux blocs d'un immeuble de bureaux et contiendra lui-même des milliers de mètres carrés dédiés à cet usage. En fait, on voulait bâtir en priorité une gare qui soit opérationnelle et ériger les deux immeubles de bureaux une fois que les trains pourraient circuler. Au départ, les ingénieurs pensaient construire le pont de manière traditionnelle, en partant d'une extrémité et en progressant horizontalement jusqu'à l'autre extrémité. Mais ils se sont vite rendus compte que c'était trop dangereux. Les responsables de la sécurité ne dormaient plus, à l'idée que des grues transporteraient ces énormes poutres d'acier au-dessus de leur nouvelle gare en verre, remplie de passagers. Ils seraient obligés d'interrompre le trafic pendant 6 semaines, jusqu'à ce que le pont soit fini. Et toute la ville serait paralysée. Alors, les ingénieurs ont trouvé une solution remarquable. Construire le pont en 2 parties. Chacune d'elles sera bâtie non pas à l'horizontale, mais à la verticale. À présent, les 2 sections vont être abaissées à l'aide de câbles. Cette technique n'a encore jamais été utilisée en milieu urbain. Toutefois, on ne peut plus faire machine arrière. À partir de 22 heures, le trafic sera interrompu dans toute la gare. Mais ce, uniquement pendant le week-end. Les ingénieurs n'auront que 54 heures pour abaisser les 2 sections du pont et les rassembler. Or, chacune d'elles pèse plus de 1200 tonnes. Le moindre problème pourrait entraîner la destruction totale du toit de verre, l'un des plus grands du genre en Europe. Le toit de la gare est composé de plus de 11 800 panneaux. Chacun pèse près de 100 kg. Ce qui fait un poids total proche de 1200 tonnes, rien que pour le verre. De fait, le célèbre architecte Meinhard von Gerkan a voulu donner à ce matériau une place prépondérante dans son projet. Le plus important pour un bâtiment public, c'est de bénéficier de la lumière du jour. On se sent bien mieux quand on fait partie de l'environnement naturel. Actuellement, les grandes structures en verre font fureur en Allemagne. Lorsque le Reichstag, le Parlement allemand, a été reconstruit en 1995, le gouvernement a fait installer un dôme de verre sur le toit de l'édifice pour refléter la nouvelle transparence du pays. Traditionnellement, le verre est un matériau très prisé des bâtisseurs de gares, mais il est cher et difficile à utiliser. Au XIXe siècle, il fallait construire d'immenses structures d'acier pour supporter ces grandes verrières très lourdes. Pour autant, peu de lumière naturelle pénétrait à l'intérieur. Les gares étaient toujours très sombres. Gerkan a voulu éviter cet écueil. Il a eu l'idée de créer un immense tube de verre incurvé de 16 mètres de haut sur 60 de large et plus de 400 de long, et de former ainsi un toit et des murs transparents pour le quai principal. Il lui fallait encore trouver le moyen d'éliminer tout l'acier pour ne plus avoir que du verre, ou du moins en donner l'impression. Mais une structure en verre peut être aussi dangereuse que belle. Ainsi, en 2004, près d'1 an après son inauguration, le tout nouveau terminal en verre de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle s'effondre brusquement, faisant 4 morts. Les enquêteurs mettent en cause des failles dans la conception et la construction du terminal. Retour à Berlin. 4 heures avant d'entreprendre une manœuvre inédite dans l'histoire de l'architecture, chacun de ces hommes doit penser au risque d'une catastrophe.
L'étape la plus dangereuse dans la construction de la plus grande gare d'Europe doit commencer d'ici peu. Les ouvriers vont abaisser deux énormes tours de plus de 1200 tonnes chacune, juste au-dessus d'une structure de verre. Tel est l'ultime défi d'un projet qui a accumulé les retards. Mais cette fois, les hommes savent qu'ils doivent impérativement tenir les délais. En juin 2006, la Coupe du monde de football va propulser l'Allemagne sur le devant de la scène. C'est l'événement sportif le plus regardé au monde. Il est suivi par plusieurs milliards de spectateurs. C'est plus que les Jeux Olympiques. Des millions de supporters vont venir des quatre coins de la planète pour assister au match, et notamment à la finale au Stade olympique de Berlin. Les autorités municipales veulent profiter de l'événement pour inaugurer la gare. On attend jusqu'à 3 millions de fans de football dans la ville. La gare doit donc être achevée avant le début des championnats, car près d'un demi-million de supporters transitera chaque jour par ici. Si les travaux ne sont pas finis, l'Allemagne sera dans une situation extrêmement embarrassante vis-à-vis du public international. À présent, toute la pression repose sur les deux hommes en charge de l'opération. Olaf Severin supervise l'équipe qui doit abaisser la tour sud. Bent Naljux, quant à lui, dirige l'équipe de la tour nord. Il revoit les plans une dernière fois. Il a fallu des années de préparation pour en arriver là. À 22 h, le trafic sera complètement interrompu dans la gare. Olaf et Bent doivent avoir fini leur travail lundi à 4 h du matin. C'est le début des heures de pointe, et s'ils ont pris du retard, il y aura des embouteillages monstres dans Berlin. Aucun d'eux ne compte beaucoup dormir d'ici lundi matin. Sur le papier, le plan a l'air simple. Actuellement, les deux tours sont maintenues à la verticale par 12 énormes treuils, 4 en haut et 8 en bas. Pour faire basculer chacune d'elles, on doit d'abord actionner les treuils du haut, lesquels hissent une série de câbles métalliques attachés à la tour. Celle-ci bascule alors sur un pivot et après avoir atteint un angle de 15 degrés, elle commence à tomber. Pour l'empêcher de s'écraser à terre, on actionne maintenant les treuils du bas, qui jouent le rôle de frein. Ils abaissent la tour en relâchant lentement une deuxième série de câbles, centimètre par centimètre. Le poids est réparti entre les deux séries de treuils jusqu'à ce que les tours aient atteint un angle de 40 degrés environ. À partir de là, les treuils du bas assurent seuls le reste de l'opération. Un plan simple, mais par expérience, Olaf sait que des problèmes pourraient survenir de toutes parts. Un câble qui cède, un dysfonctionnement hydraulique ou encore une bourrasque. Les ordinateurs sont donc là pour contrôler le processus. Ils peuvent surveiller la charge, réguler la vitesse des treuils ou interrompre l'opération en cas de problème. Olaf et Bent assument seuls la responsabilité de la manœuvre. Et ils savent qu'en cas de besoin, ils peuvent se passer des ordinateurs. Les deux hommes décident de faire un pari. Qui arrivera le premier en bas? Tu peux être sûr qu'on sera les premiers en bas. Quoi? Non, non. On parie une caisse de bière? Mais avant de donner le signal de départ, il faut procéder aux dernières mesures de sécurité. À 70 mètres de hauteur, les ouvriers attachent des filets au bas des tours. Ces filets doivent protéger les quelques 12 000 panneaux de verre du toit de la gare, au cas où un objet tomberait durant la manœuvre.
Le verre est utilisé depuis plus d'un siècle dans la construction des toits de gare. Mais les premiers architectes étaient limités par le coût et la fragilité de ce matériau. Ils restreignaient donc le nombre et la taille des panneaux de verre. L'architecte Gerkan avait prévu près de 12 000 panneaux, de plus d'1 mètre carré chacun, pour la nouvelle gare berlinoise. Pour se procurer une telle quantité de verre, les maîtres d'œuvre ont fait appel à cette usine de la périphérie de Berlin. Presque tout le verre de la gare est fabriqué ici par une technique moderne appelée procédé float ou fabrication par flottage. Aujourd'hui, le verre de qualité est produit à partir de plusieurs matériaux tels que la silice, la soude et la chaux. Ces composants sont mélangés à du verre recyclé, puis introduits dans un grand four. La température est portée à plus de 1500 degrés. C'est plus que la lave d'un volcan. Il fait tellement chaud que les ouvriers ne peuvent regarder qu'à travers de minuscules hublots en portant vêtements et lunettes thermorésistants. La chaleur extrême du four transforme les composants en verre liquide. Celui-ci se répand sur une couche de fer blanc fondu. Comme la surface de contact entre les deux liquides est parfaitement plate, le verre ainsi obtenu ne présente aucune distorsion optique. Puis, il est refroidi lentement dans ces énormes tubes de 120 mètres de long. En principe, cette usine pourrait fabriquer des feuilles de verre de plus d'1 kilomètre de long. Mais il serait quasiment impossible de les transporter. Chaque feuille est donc incisée, coupée et taillée. Toutefois, les panneaux de verre de Gerkan doivent non seulement être grands, mais aussi très solides, c'est-à-dire à même de résister aux intempéries et aux vibrations constantes des trains. On les trempe donc dans un bain froid pour les rendre 2 fois plus résistants que le verre normal. Pour finir, on fait fondre une couche de matériaux absorbant les UV. Le but de cette opération est d'éviter que la gare ne devienne une étuve. Retour sur le chantier. Il ne reste plus que 3 heures avant le début de la grande manœuvre. Les chefs d'équipe Olaf et Bent attendent impatiemment le signal indiquant l'arrêt total du trafic ferroviaire pour pouvoir attaquer le travail. Mais un nouveau problème apparaît. Le ciel de Berlin est menaçant et on prévoit de violents orages. Les 2 hommes savent qu'ils doivent faire tout leur possible pour tenir les délais. Les trains ne peuvent être immobilisés que pendant 54 heures. Mais ils ne peuvent pas faire prendre de risques inutiles à leurs hommes. Si les conditions sont trop mauvaises, ils seront obligés d'interrompre le processus. À la tombée de la nuit, il ne reste plus qu'à attendre et à espérer que la tempête va passer. Il est 22 heures sur le chantier de l'énorme gare de Berlin et les éclairs illuminent le ciel de part en part. Il pleut à verse. Et le vent est fort. Les ingénieurs décident malgré tout de se lancer. La foudre ne devrait pas poser problème.
Le vent commence à monter, mais nos calculs prennent cette éventualité en compte. Une fois que le dernier train a quitté la gare, le signal retentit. Le contremaître Bent donne le top départ et son équipe de la tour nord s'active. La vigilance est de rigueur pendant toute la durée de l'opération. Les ordinateurs, les treuils et les câbles doivent contrôler en permanence le poids massif des tours, sans quoi celles-ci pourraient vaciller et provoquer un désastre. Bien sûr, la gravité fera le plus gros du travail. Les machines et les hommes sont là uniquement pour empêcher que le processus ne s'enclenche trop vite. Le moment le plus critique sera celui où le centre de gravité se déplacera vers les deux sections du pont. Les 12 treuils et les quelques 400 câbles seront sollicités au maximum lorsqu'ils abaisseront délicatement les 1250 tonnes de chaque section au-dessus de la gare. Si l'équipe parvient à franchir cette étape, le reste de l'opération ne devrait pas poser de problème. C'est bien la première fois sur un chantier qu'on fait basculer 2 tours massives au-dessus d'une verrière. Il a fallu des mois pour installer ces milliers de panneaux de verre. Chacun d'eux est enserré dans un cadre en acier parfaitement dimensionné. Cet ensemble de carrés qui s'imbriquent les uns dans les autres est un élément clé du projet. En effet, l'acier est un matériau très fin, ressemblant en cela au verre qu'il supporte. Or, l'architecte Gerkan voulait que la gare soit baignée de lumière. Il devait donc trouver une structure aussi transparente que possible pour supporter le verre. Mais il ne pouvait pas faire l'impasse sur la sécurité. La structure devait résister aux vibrations constantes des trains circulant chaque jour par centaines en dessous. En outre, Gerkan ne voulait pas encombrer l'intérieur de la gare de piliers traditionnels. Les ingénieurs ont alors trouvé une idée remarquable. Une ossature élaborée avec des supports extérieurs. Ce bloc métallique pèse 4 tonnes, soit presque autant que 2 voitures de sport. C'est l'un des 46 points d'ancrage qui serviront de support aux toits de verre et d'acier. Chacun d'eux pourra soutenir une charge de 200 tonnes environ. Le placement est délicat. Un géomètre guide prudemment l'équipe. Une fois que le bloc d'ancrage est bien fixé, les grues abaissent une section de poutre métallique arquée qui ne pèse pas moins de 11 tonnes. On dirait une gigantesque charnière de porte. Les hommes placent soigneusement les trous les uns en face des autres. Puis, ils glissent une tige de verrouillage de 300 kg dans les trous. Cette charnière va faire pivoter les énormes sections de poutres durant la manœuvre. Elle va également permettre à toute la structure de se dilater et de se contracter sans risque d'usure pour les joints. Après avoir placé la première extrémité de la poutre dans son point d'ancrage, on peut en faire autant pour la seconde à l'autre bout de la gare. Chacune de ces énormes poutres se compose de 4 sections qui s'imbriquent parfaitement et qui supporteront la structure de verre et d'acier. Après avoir placé et soudé les dernières poutres métalliques, on peut installer le verre.
Des grues spécialement équipées de ventouses transportent délicatement un panneau à la fois. Ce travail requiert calme, sang-froid et doigté. À 16 mètres au-dessus du sol, les ouvriers doivent tendre les bras pour récupérer le verre. Ils doivent en faire autant quand ils marchent sur les cadres métalliques vides. On met un peu de colle avant d'insérer le panneau. Pendant 4 mois, les hommes ont dû travailler jour et nuit pour installer les panneaux de verre. À présent, ils n'ont plus qu'une surface de 9 mètres carrés à vitrer. Et même s'ils aiment leur travail, aucun d'eux n'a envie de tout recommencer. C'est pourtant ce qui les attend si une section du pont leur échappe et qu'elle réduit en morceaux le toit de la gare. Les ouvriers attendent le signal de départ pour la grande manœuvre. Bent appelle depuis la salle de contrôle. On appuie sur le bouton. Les énormes treuils s'activent. Et les tours massives commencent leur lente descente, 6 mètres par heure. Comme il pleut à verse et que le trafic est toujours interrompu en gare, les ouvriers vérifient constamment le déroulement de l'opération. Le mouvement des énormes tours étant quasiment imperceptible, un simple niveau à bulle d'air permet de s'assurer qu'elles bougent effectivement. La tour nord de Bent a une légère avance. Les câbles sont un souci majeur. Si pour une raison ou une autre, l'un d'eux se coince dans les treuils, la structure d'acier pourrait tanguer et vaciller. Équipés de lubrifiants, ces ouvriers s'assureront donc toute la nuit que les câbles restent bien huilés. Le plan audacieux des ingénieurs semble fonctionner. Mais soudain, moins de 2 heures après le début de l'opération, l'équipe de Bent est confrontée à un problème. Le signal électronique qui provient de l'un des treuils s'interrompt brusquement. En l'absence de signal, le système d'urgence se met en place. La manœuvre de la tour nord est automatiquement arrêtée. À présent, c'est une course contre la montre et les forces de la nature. Il est 3 heures du matin sur le chantier de la gare centrale de Berlin. Les ingénieurs tentent d'abaisser les 2 sections du pont de 1250 tonnes chacune. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Il y a 3 heures, la manœuvre s'est brusquement interrompue lorsque le contact a été perdu avec l'un des treuils dans la salle de contrôle. Le signal permet aux ordinateurs de contrôler chaque mouvement de la tour. Les techniciens pensent que la ligne a été coupée à cause de l'averse. Il faudra sans doute des heures pour la réparer. De retour au bureau, le chef d'équipe Bent Naliux prend une décision audacieuse. Étant donné l'état de la ligne et le temps qui presse, il décide de ne pas attendre les réparations et demande à son équipe de réactiver les treuils. Sans le contrôle précis des ordinateurs, les ingénieurs doivent vérifier chaque centimètre de la descente à l'aide d'appareils de mesure. C'est un travail supplémentaire pour ces hommes déjà surmenés. La moindre erreur de calcul peut s'avérer désastreuse. Mais Bent estime qu'il faut en prendre le risque.
Cet incident vient s'ajouter aux nombreuses difficultés que l'équipe a déjà rencontrées. L'un des problèmes majeurs de ce chantier est son emplacement. Pour la plupart d'entre nous, ces images rappellent Venise. Nous sommes pourtant à Berlin. La capitale allemande est construite autour de 2 rivières et d'innombrables canaux. L'eau ajoute au charme de la ville, mais engendre aussi toutes sortes de complications pour les architectes. Et quand on construit une immense gare de plusieurs milliards d'euros, l'emplacement est essentiel. Le site qui a été choisi est celui d'une ancienne gare magnifique, la Lehrter Bahnhof. Mais cette gare a subi des dégâts irréparables durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été démolie en 1959. Quand les urbanistes commencent à s'intéresser à ce site au début des années 1990, ils ne trouvent qu'une petite gare locale. Le terrain est vaste et jouit d'une situation idéale au centre de Berlin. Mais les ingénieurs repèrent tout de suite de gros problèmes. Du fait de la proximité de la Spree, le sous-sol se compose surtout de sable fin. Or, si le site est adapté à une petite gare locale, il n'en va pas de même pour une grande gare internationale. On ne peut pas construire de superstructures sur ce terrain sablonneux. Et ce n'est pas le seul problème. Le sol est saturé d'eau, ce qui le rend encore plus instable. Les ingénieurs doivent d'abord ériger de solides fondations, de la taille de 13 terrains de football, sur ce terrain sablonneux, et aménager les 2 étages inférieurs de la gare sous le niveau de l'eau. En 1996, on peut commencer à construire sur les fondations de 90 000 mètres carrés et sur les niveaux inférieurs de la gare. Mais avant cela, il faut encadrer l'immense site de murs étanches. Ces parois de béton d'1,50 m d'épaisseur descendent à 25 mètres sous la surface. Puis, on retire la terre à l'aide de pelleteuses. Ce faisant, les eaux souterraines affluent. Après avoir creusé à 20 mètres de profondeur, on installe une dalle de béton d'1,50 m d'épaisseur. Puis des plongeurs consolident les angles en créant une sorte de caisse étanche. On vide ensuite l'eau qui s'y trouve. Or, sans eau pour compenser la pression, les nouvelles fondations seront soumises à une énorme force provenant d'en dessous. Et la dalle de béton risque d'exploser comme un bouchon de champagne. Pour prévenir ce danger, on installe des piquets métalliques d'environ 30 mètres de long. Grâce à ces énormes pieux qui soutiennent les fondations, on peut construire le reste de la gare. On peut installer poutres et passerelles et poser les rails. Mais une question reste en suspens. L'ouvrage sera-t-il assez solide? Les ingénieurs doivent s'assurer que la gare au toit de verre, installée sur un lit d'eau et de sable, résistera aux allées et venues des convois. Un train pèse environ 800 tonnes, soit autant que 300 camions circulant sur les ponts et les supports, plus de 50 fois par heure. La gare a donc fait l'objet d'une batterie de tests. Des détecteurs de mouvement ont été placés aux endroits stratégiques, sur les ponts, les supports et le long des voies ferrées. Puis on s'est lancé. Des trains transportant plus de 40 tonnes de blocs de béton ont circulé encore et encore sur les rails.
Des mesures ont été prises le long des voies ferrées avant d'être saisies sur ordinateur. Cette gare a été conçue pour être flexible. Mais si jamais elle bougeait de plus de 5 mm, il faudrait la fermer pour la consolider. Les dernières mesures indiquent que l'infrastructure est résistante. La voici prête à accueillir les trains. En juillet 2002, les médias viennent en force pour assister à la mise en service du tout premier train. Mais la gare est encore loin d'être finie. À présent, toute la pression repose sur les épaules du contremaître Bent Naliux. Comme il a décidé de relancer l'opération sans assistance informatique, la tour nord continue d'avancer lentement, de 6 mètres par heure. Le risque que Bent a pris semble être payant, pourvu que ça continue comme ça. À 90 mètres de là, la tour sud a pris de l'avance sur celle de Bent. Autrement dit, Olaf a toutes les chances de gagner le pari et de repartir avec une caisse de bière. Mais il n'a pas l'air satisfait pour autant. En effet, s'il est en avance sur l'autre équipe, il sera le premier à tenter l'étape la plus délicate de l'opération, celle où le centre de gravité de la tour va se déplacer vers le toit de la gare. Personne n'a jamais dit qu'il serait facile de remporter cette course. La nuit a été longue pour ces hommes qui ont tenté d'abaisser 2 tours géantes au-dessus de la gare centrale de Berlin. Et ils ne sont pas prêts de dormir. L'équipe d'Olaf Severin va attaquer la phase la plus dangereuse de la manœuvre, dès lors que la tour aura atteint un angle de 30 degrés. Le centre de gravité commence à se déplacer sur les sections du pont, et le poids de la tour, soit 1250 tonnes, passe des treuils du haut à ceux du bas. Les treuils doivent maintenir une tension égale des 2 côtés de la tour. Cet exercice d'équilibre se poursuit jusqu'à un angle de 40 degrés environ. Puis les treuils supérieurs cessent d'intervenir. Si la manœuvre n'est pas exécutée à la perfection, la tour pourrait échapper à tout contrôle. Une fois que la tour sud a atteint l'angle critique, une équipe de géomètres évalue des données essentielles pour la suite de l'opération. Ils travaillent vite, les yeux bouffis par le manque de sommeil. Ils confrontent leurs estimations à ce qu'ils voient sur le terrain. Après avoir tout vérifié, ils jugent que les angles de la tour sont adéquats et que les treuils et les câbles inférieurs sont prêts à supporter toute la charge. Olaf arrête la manœuvre. Plus de 1200 tonnes d'acier et de béton se retrouvent suspendues en l'air, supportées par près de 400 câbles métalliques. Les 4 treuils supérieurs ne sont plus nécessaires. 3 ouvriers montent pour les enlever et retirer les câbles. À présent, il ne reste plus que les treuils inférieurs pour abaisser la tour massive d'un poids supérieur à 6 avions gros porteurs. Le signal de départ est donné. Les pompes sifflent, les treuils grincent. 250 câbles métalliques supportent maintenant toute la charge. Les géomètres et les ingénieurs sont vigilants. Mais les câbles résistent. À partir d'ici,
l'opération devrait se dérouler sans problème. Dans la rue, une foule s'est rassemblée pour assister au spectacle. Cet homme pense qu'ils s'y prennent mal. Là, les câbles sont un peu trop lâches. Je me demande s'ils ont bien pensé à tout. 12 étages plus haut, la tour nord vient de franchir l'étape critique sans difficulté. Après avoir décidé de manœuvrer sans assistance informatique, Bent et ses hommes ont pu rattraper en partie leur retard. S'ils continuent à ce rythme, ils auront fini avant l'échéance, mais seront toujours derrière l'équipe de la tour sud. Je dois aller chercher la bière. Je pense que je vais avoir du mal à rattraper Olaf. Mais ils régleront cette histoire de Paris plus tard, parce qu'ils sont sur le point de franchir la dernière étape de la manœuvre. Les deux tours vont se rejoindre pour former une passerelle métallique. Telles deux pièces d'un puzzle géant, la tour nord a été conçue pour s'encastrer dans la tour sud. Mais pour cela, les deux structures de 44 mètres de long chacune doivent se rejoindre très exactement à 83 degrés. Elles doivent ensuite être abaissées simultanément avant de s'immobiliser à 10 cm l'une de l'autre. Avec une telle avance, l'équipe d'Olaf peut souffler. La tour sud doit attendre que la tour nord la rattrape, mais pas si vite. Les géomètres viennent de faire une découverte. Selon leurs calculs, la tour sud d'Olaf se trouve à 85 degrés, soit 2 degrés plus bas qu'il ne faut. Olaf retourne en vitesse sur sa tour. Il va devoir effectuer une manœuvre difficile. Actionner les treuils en sens inverse pour remonter la tour. Heureusement, les ingénieurs ont tout prévu. Les treuils ont été conçus pour abaisser, mais aussi pour remonter la tour massive. Et chacun des 248 câbles métalliques peut être tiré dans un sens ou dans l'autre. L'équipe d'Olaf se dépêche. Les treuils et les câbles remontent la tour sud à une vitesse de 6 mètres par heure. Et ils s'arrêtent à l'angle de 83 degrés, juste au moment où la tour nord arrive. Les hommes sont prêts pour l'étape finale. Ayant perdu un temps précieux, les deux équipes se mettent immédiatement au travail. Bent monte sur des sections de poutres, à près de 40 mètres de l'extrémité de sa tour. Depuis cette position périlleuse, il peut coordonner les mouvements entre les deux tours. Il donne le signal et les tours descendent, de 5 mm seulement à la fois. Un peu en haut, un peu sur le côté, un peu en bas. Bent vérifie si elles sont au même niveau. Et voilà, le tour est joué. Comme prévu, il ne reste plus qu'un espace de 10 cm entre les deux tours. Des pompes hydrauliques d'une capacité de 100 tonnes chacune les rassemblent pour former un pont reliant le nord au sud. Mais pas le temps d'admirer le bel ouvrage. Il reste encore beaucoup à faire avant que les trains puissent circuler en toute sécurité dans la nouvelle gare. Les ouvriers doivent boulonner les deux sections du pont, faire des centaines de soudures et poser plus de 1500 mètres carrés de revêtement au sol. À quelques heures de l'échéance, ils savent qu'ils devront travailler jusqu'au bout.
Les contremaîtres, eux, trouvent enfin le temps de se détendre. Bent n'arrive pas les mains vides. Bien joué. Il sait qu'il a été battu. Mais tout le monde n'a pas le cœur à la fête. Surtout pas l'architecte. En 2002, plusieurs années avant l'échéance, la Deutsche Bahn a pris des mesures drastiques pour que la gare soit prête avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Elle a décidé d'apporter certaines modifications au plan. Malgré les objections de l'architecte, elle a effectué 2 changements majeurs. Le premier concerne l'aspect le plus visible de la gare, le toit de verre. Sur ces plans, Gerkan avait dessiné un toit de 430 mètres de long pour couvrir les trains les plus longs. Verre et support avaient été fabriqués à cette fin. Mais avant d'être installé, le toit sera raccourci de 100 mètres. Le changement le plus important concerne la station de métro en sous-sol. Afin de laisser entrer la lumière naturelle depuis les niveaux supérieurs de la gare, l'architecte avait prévu de créer un immense plafond de verre digne d'une cathédrale. Au final, la grande cathédrale n'aura droit qu'à un plafond suspendu en béton. Ça ressemble à un supermarché sans aucun détail, sans aucune expression, sans aucune personnalité. Ces changements ont permis de gagner du temps et de l'argent. C'est comme ça avec les grands projets. Il faut savoir si on veut satisfaire aux exigences, tenir les délais ou s'attarder sur chaque petit détail. Mais pour un architecte visionnaire comme Gerkan, il n'y a pas de petits détails dans son chef-d'œuvre. Je dois dire que c'est le plus grand revers que j'ai subi de toute ma carrière. En tant qu'architecte, j'ai construit tellement de bâtiments, plus de 200. Jamais une chose pareille ne m'est arrivée. Gerkan s'est senti tellement offensé qu'il a porté l'affaire devant les tribunaux, dans l'espoir que son projet se réalise un jour, même après que la gare sera achevée. Sur la passerelle, des étincelles se projettent contre la verrière de la gare, tandis que les soudeurs se dépêchent de finir leur travail. L'échéance du week-end approche. Les ouvriers travaillent tard dans la nuit, quand, enfin, après plus de 2 jours de manœuvres héroïques, ils en arrivent à la dernière soudure. Et bientôt, les trains affluent de nouveau vers la gare. Ces hommes ont réussi l'impossible, abaisser 2 tours massives pour former une passerelle. Mais ils savent qu'ils n'auront qu'un jour de congé. Car dans moins de 10 mois, des millions de fans de football transiteront par la nouvelle gare. Dès mardi matin, ils se remettront au travail pour que tout soit terminé dans les temps. Entre le toit de verre, les tunnels, les voies ferrées, les immeubles de bureaux et les aménagements paysagers, c'est une course de tous les instants. Une course qu'ils remporteront in extremis. Et aujourd'hui, cette gare, la plus grande d'Europe, a remis Berlin sur les rails.